Peut-on prévoir le résultat des élections? C'est la question que nous allons poser dans cette émission avec Véronique Jérôme. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes polito-économiste, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay et fondatrice avec Bruno Jérôme. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maître de conférence à Paris 2, vous dirigez le master économie et management et vous êtes les fondateurs d'un système qui s'appelle Élection Scope, on va en parler. C'est vrai que prévoir le résultat des élections, on connaît tous les sondages, évidemment, avec parfois le fait qu'ils prévoient vraiment bien les résultats des élections, parfois qu'ils se trompent. Il y a eu des erreurs, on se souvient du Brexit notamment, on se souvient de l'élection de Trump en 2016 face à Hillary Clinton, ce qui n'avait pas été prévu. Même chez nous, en 2022, on se souvient de la poussée irrésistible d'Éric Zemmour, dont on faisait un candidat probable ou tout à fait possible au deuxième tour. Donc, il y a des erreurs. Et vous... et c'est ce qu'on va essayer de regarder. Vous avez une méthode avec Élection Scope que vous avez créée. C'est quoi, dans les années 93, c'est ça le premier, oui, première étude tout à fait, oui, première année 93. Oui. Les 93, il faut rappeler, c'est les législatives. François Mitterrand est président de la République. Pierre Bérégovoy est Premier ministre, et il y a une vague de droite qui remporte les élections et qui va amener Édouard Balladur à Matignon, c'est ça? Exactement ça. Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que voilà, les sondages, on va interroger les gens chez eux pour qui vous allez voter. Après, on corrige en fonction des données qu'on a. Vous passez pas du tout par l'étude, enfin ces études-là de l'opinion. Vous n'interrogez pas les électeurs, un panel d'électeurs. Qui veut répondre? N'importe. Enfin, bon, en fait, on a un état d'esprit déjà. L'idée, c'est de considérer qu'on est sur une analyse polito-économique. Et donc, il y a des interactions entre l'économie et la politique. Alors, c'est quoi la polito-économie? Voilà. Alors, c'est la polito-économie. Et ça part du principe que on a deux voies. Lorsqu'on analyse, on a deux voies principales. La première consiste à être très normatif, être dans la préconisation, ce que font beaucoup, je dirais, les gens du management ou le droit, ou ceux qui se disent conseil en, et donc là le conseil c'est la préconisation, et nous, bien qu'on puisse donner des conseils, l'analyse première consiste à dire on est dans le descriptif, on est dans la description de ce qui est, parce que ce qui est n'est pas toujours nécessairement conforme à ce qu'il paraît. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais simplement ce qu'on essaye de dire, c'est il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, comme disait de façon très connue Bastia, mais il y a toujours derrière un comportement, l'apparence et ce qu'il y a derrière le comportement et la réalité qui parfois traduit une forme de manipulation qui n'est pas forcément néfaste. La manipulation peut être bienveillante ou stratégique, cynique, c'est un peu le cas chez les politiques. On a des politiques qui agissent avec, bien évidemment, l'intérêt général en ligne de mire et en premier objectif, mais parfois, ils ont un peu en background, et ça dépend du calendrier électoral, c'est là où les élections nous intéressent. Il y a les campagnes électorales. Mais il y a toujours aussi un peu la campagne en perspective. Pourquoi Bruno Le Maire sort un ouvrage Voix française aujourd'hui, alors que les élections les plus proches sont européennes, mais lui, on voit bien qu'en tête, il a son calendrier. 2027, voilà, de 2027. Et donc, le politique a toujours l'ambition de mettre en perspective l'élection à venir, parce qu'il sait aussi, et c'est là où les modèles que l'on met en œuvre vont agir, il sait très bien qu'il va être jugé sur son mandat, sur son bilan. Et donc on met, nous, le focus principalement sur le sortant, parce que c'est lui qui est aux affaires, parce qu'il y a toute cette structure qui est mise en place dans les démocraties, bien évidemment, puisqu'on traite essentiellement des démocraties développées. C'est là qu'il y a des élections. Voilà, parce que parfois il y a des élections, mais l'élection n'amène pas forcément la démocratie. L'élection de Poutine, par exemple. On a des exemples, voilà. On peut être élu avec 86%, mais ce n'est pas une véritable élection. Tout le monde dit que c'est un simulacre d'élection. Et donc, l'élection est l'élément qui permet à l'individu de choisir. Et on est dans une logique de choix. Et donc, vous essayez d'expliquer les conditions économiques, sociales, politiques de son choix, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, notre objectif, c'est toujours à la base de construire un modèle. Alors, les modèles s'appuient toujours sur une théorie. Alors, il y a plusieurs théories en analyse économique de la politique, on l'appelle comme ça, et où on analyse les choix publics.
ce qui revient en réalité au même. Et sur la base de cette théorie, par exemple, celle dont parlait Véronique, c'est la théorie de la responsabilité gouvernementale. Autrement dit, on estime que celui qui est au pouvoir eh bien, est redevable d'un bilan. Normalement, il a des résultats. Et à l'aune de ça, eh bien, on va partir sur une modélisation. Donc notre objectif, c'est d'expliquer le vote de la manière dont le feraient les électeurs, ce qui veut dire que l'on va combiner des éléments économiques objectifs, comme la croissance, le chômage, ça peut être l'inflation, mais aussi des objectifs... pouvoir d'achat. Ça peut être le pouvoir d'achat, le cas échéant. Certains modèles ont tourné avec le pouvoir d'achat. Alors, nous, on n'a pas choisi cette variable-là prioritairement, mais aux États-Unis, c'est la variable peut-être qui est la plus pertinente. Parce qu'on voit, alors, pour revenir dans les sondages, c'est que c'est la première préoccupation des Français. Bien sûr. Alors, bien sûr, attention, parce que les sondages fonctionnent évidemment sur les enjeux. Oui. Autrement dit, dès qu'un enjeu est plus prégnant, il arrive en tête des classements, évidemment. Et puis après, ça va changer. Et d'ailleurs, ça change très vite. Et d'ailleurs, sur une durée de 30 ans, il est quasiment impossible de faire une série longue à partir des enjeux. C'est-à-dire que les enjeux changent si souvent que c'est très difficile d'avoir une série stable. Il y a quand même eu, alors, en tout cas pour les élections présidentielles, une donnée qui était importante, c'était le chômage. Bien entendu. Alors le chômage n'a pas disparu des écrans radars, loin de là. Simplement, on peut estimer que quand le taux de chômage, effectivement, est en baisse, et lorsqu'il arrive à un niveau relativement bas, alors actuellement on est à 7,5, on est passé par 7,2, il est évident que cette priorité va reculer, dans la mesure où on ne va pas forcément sentir autour de soi que la situation se dégrade. En revanche, il suffit que le chômage reparte à la hausse et on verra de nouveau ce motif arriver effectivement en tête des revocations. Je dis parce que c'est évidemment pas le seul critère qui explique, mais on peut dire, par exemple, sous Sarkozy, le chômage augmente, il n'est pas réélu. Sous Hollande, le chômage augmente, il ne peut pas se représenter. Et sous Macron, le chômage baisse et il est réélu. Alors, je ne dis pas que c'est le seul facteur. Hein, oui, mais effectivement, il est... Mais c'est une donnée. Et c'est une donnée extrêmement importante. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que Sarkozy a été élu grâce à la baisse du chômage connue sous Chirac, qui est remarquable, puisqu'on arrive à quasiment 7,2. Oui, parce qu'on aurait pu penser qu'il peut y avoir une alternance. Vous voyez, Chirac, le président fainéant, pas tant que ça, parce qu'en réalité, il a un bilan excellent, et c'est sur ce bilan-là que Sarkozy va pouvoir s'appuyer. Oui, bien sûr. D'une certaine façon. D'une certaine manière, bien sûr. Absolument, oui, donc... Pardon. Je veux dire aussi que la variable chômage, pour nous, elle était dès le départ fondamentale, puisqu'elle a un résumé, un concentré d'informations pour les lecteurs. Parce que les lecteurs n'ont pas forcément toute l'information économique dont on peut parler ici, tous les aspects précis. Et en regardant le chômage, il voit bien autour de lui si la situation empire ou pas. Et il la voit aussi en termes d'évolution, c'est ce qu'on disait, on ne prend pas en termes bruts, mais en termes d'évolution. Et un autre élément qu'on essaye d'intégrer dans le modèle, c'est le caractère, ce qu'on appelle la myopie ou le court-termisme de l'électeur. C'est-à-dire que sa mémoire est quand même limitée assez faible. Assez faible, parce qu'on ne peut pas lui en faire reproche. Et c'est en ça peut-être que parfois le sondage est plus affiné, parce que les sondeurs, et il y a parfois même des rollings où on interroge régulièrement et à très très courte échéance et très proche de l'élection, ce que nous on ne fait pas, parce que nous on a dans tous les modèles, que ce soit les nôtres mais aussi ceux de nos collègues américains essentiellement, on a cette ambition d'une précocité. Donc généralement on essaye d'être le plus tôt possible dès qu'on a une information et qu'on sent que les choses commencent à démarrer, 3 mois, parfois même 6 mois, mais plutôt raisonnablement 3 mois avant l'élection, on sort un modèle, on sort une prévision et on n'y retouche plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas ajuster en fonction des dernières informations connues. Les dernières informations, les événements parfois même dramatiques, enfin parfois certains éléments qui peuvent impacter la campagne, on estime que il y a une partie des électeurs qui ont quand même fait leur choix, même si certains se déterminent le dernier jour. Oui, il y a pas mal d'électeurs de plus en plus dans les élections qui se déterminent au dernier moment. Quand même. Et ça tient à la non-bipolarisation, au fait qu'on n'ait plus la bipolarisation. Donc là, les indécis sont peut-être plus... Oui, quand il y avait la bipolarisation, les gens en gros savaient qu'ils allaient voter à gauche ou à droite. Alors que là, il y a quand même un aimant qui peut... Le centre aimante et des deux côtés. Mais donc, on a ces avantages, et dans les points du modèle, il y a donc la précocité, il y a aussi une forme de... Je ne retrouve plus le terme, mais le fait d'avoir de l'économie sur les variables, enfin on a un terme précis pour ça,
je le retrouve pas, et le fait d'avoir peu de variables, parce que dans les modèles, plus on met de variables, voilà, mais moins c'est bon, parce que les variables, parcimonie, merci, la parcimonie dans la définition, et puis d'avoir une définition d'accord, il n'y a pas 5000 critères qui pourraient bouger tout le temps. Il ne faut pas qu'on donne trop d'explications, parce que les explications parfois sont dans les explications. Quand parfois on met, alors il y a la variable de ce qu'on appelle retardé, c'est-à-dire que pour prévoir une élection, on a dans le comportement, on parlait du comportement des électeurs, on va mettre le vote passé, parce que là c'est son comportement. Absolument. Mais quand on explique, on dit bien si les électeurs se comportaient en moyenne comme ils l'ont fait par le passé, si l'élection avait lieu aujourd'hui, jour où on fait le modèle, en quelque sorte, où on arrête les comptes pour nous, voilà ce que ça donnerait. Donc forcément, on n'a pas la prétention d'être à la virgule près, même si parfois ça peut arriver, et tant mieux, parce que ça peut arriver, mais on n'a pas la prétention de donner le score. On donne une information. Et ce qu'on ne peut pas éviter non plus, c'est un collègue qui le faisait remarquer récemment lors d'un colloque, lors d'un meeting, c'est que parfois, l'information qu'on donne est reprise par les lecteurs qui l'utilisent et qui s'en servent. Voilà. Ouais. Et ça, là, par contre, on ne peut pas faire grand-chose. Vous avez écrit un livre ensemble qui s'appelle La victoire électorale ne se décrète pas. Hein, c'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la victoire électorale ne se décrète pas ? Là, ça signifie que on ne peut pas appuyer sur un bouton, par exemple, pour influencer les grandes variables économiques dans le sens souhaité. Preuve en est François Hollande, qui a vendu l'inversion de la courbe du chômage pendant tout son quinquennat, et manque de chance. Si je n'inverse pas la courbe du chômage, je ne pourrais pas me représenter. C'est ce qui s'est passé. Ironie du sort, au premier trimestre en fait, de l'année de l'élection. Oui, c'était sa politique qui a fait... Il avait renoncé. Donc on ne peut pas effectivement régler ça. Et ensuite, en même temps, il y a des critères qui font que finalement, gagner l'élection, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il faut un bon bilan économique, ça veut dire qu'il faut être crédible. D'ailleurs, on peut aussi le mentionner, dans nos modèles, il y a toujours la reprise d'un élément de popularité, mais pour nous, la cote de popularité de l'exécutif, en réalité, c'est un indice de crédibilité. Autrement dit, c'est un concentré, là encore, d'informations qui donne effectivement la crédibilité ex ante et ex post du candidat. Donc finalement la popularité enregistre énormément de choses. Elle enregistre par exemple l'économie à court terme, et elle enregistre aussi bien sûr la politique étrangère, la politique intérieure, mais des calculs ont été faits il y a maintenant une vingtaine d'années qui montrent que dans la popularité, au minimum, elle est expliquée à 50% par l'économie. Ah, d'accord. Et ça peut monter jusqu'à 70%. Même si, alors il faut faire attention parce qu'il y a les cote de popularité qu'on voit dans les journaux, et souvent ça a concerné des gens qui n'étaient pas, justement, qui avaient beaucoup de popularité parce qu'ils n'étaient pas dans la course. Alors là, je mentionne bien, il s'agit de la crédibilité du Premier ministre ou du Président exclusivement. Voilà, parce que Simone Veil, Bernard Kouchner étaient très haut, par exemple, dans les sondages. On n'utilise pas les codes de popularité les classements de personnalité, parce que ce sont en réalité des classements de notoriété. À la limite, plus vous passez à la télé pendant 3 mois, plus vous êtes sûr d'être au sommet du classement. Les gens aiment bien, mais qui ne verraient pas forcément. Donc effectivement, la victoire électorale ne se décrète pas. Il faut être crédible, il faut avoir un bon bilan économique. Et puis également, il faut aussi, il y a un aspect marketing politique. Mais nous, lorsqu'on en parle, on parle de marketing politique plutôt éthique. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernant doit fournir de l'information éclairée, mais évidemment, il n'est pas à l'abri de vouloir faire un effet d'annonce à dessein pour profiter de la situation, bien sûr. Oui, parce que toute information est manipulation. On ne peut pas ne pas communiquer, mais en communiquant, on ne peut pas éviter de faire entrer cette information dans la tête de l'électeur, et donc d'avoir une influence, même si l'électeur rejette, c'est aussi une influence, c'est une influence de rejet. Donc c'est un marketing politique qui est dans la trame d'une communication politique, et qu'on a un peu, je dirais, passé sous silence, au sens où en France, on a du mal à accepter l'idée de marketing politique. Enfin, ça date de Le Canuet, qui est un des premiers peut-être à avoir osé. Mais 65. Voilà, oui, Monsieur Dent Blanche. Mais c'était peut-être des premières formes de marketing politique. Ça venait des États-Unis un peu. Enfin, bien évidemment. Mais là aussi, ils étaient tous impressionnés par Kennedy quand même à l'époque. Mais ça a eu son effet, parce que Kennedy a peut-être gagné parce qu'il avait la bonne chemise lors du débat télévisé. Ouais, il était moins fatigué que Nixon. Qui sortait de l'hôpital. Voilà. Mais aussi, il a été noté que ceux qui ont écouté à la radio le débat étaient majoritairement convaincus par Nixon. Ceux qui ont vu le débat à la télé étaient majoritairement convaincus par Kennedy, qui a bien sûr plus séduit les femmes que les hommes. Je reviens à un élément, parce que souvent les élections se jouent
non pas sur l'élan que provoque un candidat, enfin il y a une part, mais souvent sur le fait que les soutiens du candidat perdant ne se mobilisent pas. Effectivement. Alors ça, c'est toute la dimension, effectivement, mobilisation, également rôle de la participation, rôle de l'abstention. Alors, il est vrai que nous, on a depuis toujours, d'ailleurs, la plupart des modèles le font, on évacue l'aspect abstention. Alors parfois, ça peut jouer dans certaines élections, notamment quand la participation est traditionnellement très faible. Mais sinon, on considère que finalement... le résultat est un peu le même, qui est beaucoup pas d'abstention. On constate assez... Pour nous, l'abstention, finalement, est un corrélat des suffrages exprimés. Oui. C'est un problème politique, mais de surcroît, on n'a jamais réussi à modéliser véritablement l'abstention. Ah oui, l'abstention, de savoir pour qui elle se prononcerait. Parce qu'on peut s'abstenir pour tout et son contraire, et pour des raisons si différentes qu'il est complètement vain de vouloir modéliser, en fait, l'abstention. En dehors même de l'abstention proprement dite, c'est vrai que quand deux camps s'affrontent, et celui qui pèse souvent parce que ces électeurs traditionnels ne se mobilisent pas. Oui, effectivement, ça peut arriver. C'est ces effets bandwagon ou underdog. Il y a des effets d'entraînement, et quand on est sûr que le candidat va gagner parce que les sondages, parce qu'il y a une forte pression derrière le candidat, ça peut démobiliser ou ça peut fortement mobiliser. Donc soit la mobilisation perdure et le candidat gagne avec une très grande marge d'avance, soit, imaginez qu'il fasse beau, les candidats se disent de toute façon mon candidat va gagner, donc les électeurs vont plutôt à la pêche que d'aller voter. C'est ce qui explique aussi ce phénomène Et inversement, pour ceux dont on annonce que le candidat va perdre, soit ils sont finalement démotivés, soit ils se remobilisent. Et donc ces phénomènes-là sont analysés, et même dans 4 dimensions, puisqu'il y a encore d'autres effets un peu décalés. En 2002, enfin, quand Jospin n'est pas au deuxième tour, il y a une démobilisation. Enfin, d'abord, il y a une pluralité de candidats du même camp, et puis il y a une démobilisation un peu des soutiens de ce candidat. Alors, il y a des élections sur lesquelles vous avez prévu mieux que les sondages. Je pense à 2022, par exemple. Alors, 2022 est l'archétype de la qualité d'un modèle lorsqu'il fonctionne, parce que ça peut aussi dysfonctionner. Oui, bien sûr. Il suffit de chocs extérieurs qui ne soient pas inclus dans le modèle. Il ne faut pas oublier que nos modèles sont probabilistes. C'est-à-dire qu'on donne toujours les résultats avec une probabilité, et ils sont toujours assortis d'une marge d'erreur. Bien sûr. Donc évidemment, la marge d'erreur peut se gonfler plus ou moins fortement selon. Alors effectivement, l'archétype de la prévision, de la bonne prévision, ça a été aussi l'élection de Jacques Chirac en 2002, où tous les sondeurs et tous les experts donnaient Jospin vainqueur. Et nous, assez tôt dans l'expansion, enfin c'est l'expansion qui avait osé passer notre prévision, parce qu'il fallait du courage pour la montrer à contre-courant de tout le monde. On avait prévu que la France réélirait Chirac. Bon, et ça a été le point de départ de la modélisation de la présidentielle en France, ce qui n'avait pas été fait en réalité jusque-là. D'accord. Voilà. Autant le législatif avait été effectivement modélisé, la présidentielle pas du tout. Et puis alors évidemment il y a eu 2022 où clairement presque plus facile donc de modéliser une présidentielle que des législatives ou pas? Ah non. Les législatives sont beaucoup plus aisées à modéliser, à prévoir. Surtout aujourd'hui peut-être. Et encore parce que récemment on a quand même réussi le modèle a généré que la majorité sortante n'aurait pas la majorité absolue. En 2022, et comme quoi, le modèle a réussi à détecter ce qu'on pensait être un effet systématique de la reproduction de la législative. Oui, jusque-là, mais là l'élection de président, et le président avait la majorité absolue sans problème. Et là, oui, c'est vrai, pour la première fois. Effectivement, il y a eu cette déconnexion. Ouais. Mais les modèles sont spécifiques aux élections. On a un modèle par élection. Par élection, oui. Parce que parfois, les sondeurs ont tendance à copier une élection, à copier les scores de la présidentielle et à les prendre en perspective des européennes, par exemple. Ouais. Nous, on évite ce genre de choses parce qu'on considère que les enjeux ne sont pas les mêmes et que donc les déterminants peuvent évoluer aussi. Et donc, les modèles sont vraiment spécifiques au type d'élection. Lorsqu'on attaque les élections locales, notamment les municipales, là, comme on a un très grand nombre de données, là, on intègre
intègre des variables sociodémographiques. D'accord. Comme par exemple le taux d'HLM, l'âge moyen de la population, etc. Et par exemple, les élections législatives, est-ce qu'il y a une grande influence des données locales ou est-ce que c'est très national au fond? En fait, c'est très national, mais on peut tenir compte des écarts à la moyenne nationale, notamment sur l'économie, par exemple, sur le chômage. Ah, oui, oui. Et par contre, on doit prêter de grande attention à la trajectoire des forces politiques dans les territoires. Parce que l'histoire des forces politiques n'est pas du tout la même. Et ça, pour les législatives, si on n'en prend pas compte, on n'en tient pas compte, effectivement, on peut faire des erreurs. C'est pour ça que nos modèles, d'ailleurs, on descend généralement au niveau de la région ou au niveau du département. Pas au niveau de la circonscription, parce qu'il y a trop de bruit. Ah oui. Il y a trop de bruit. Mais en revanche, on a très vite compris qu'il fallait raconter l'histoire des territoires. Ouais. Alors, revenons à 2022, là, puisqu'on parlait de la présidentielle, c'est vrai que vous prévoyez bien d'avant les sondages le résultat de Macron contre Le Pen, hein, c'est ça ? Alors qu'à l'époque, je disais au début, les sondages prévoyaient une grande montée, par exemple, de Zemmour. Voilà. Et puis oui, il y a la présidentielle et les législatives ensuite. Et législatives. Mais on a eu, alors ça, c'est la modélisation qui permet ça, quoi. Oui, parce qu'on se laisse toujours surprendre par le résultat du modèle, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'a priori. Alors, il y a aussi la main je dirais de l'économètre, parce que c'est de l'économétrie quelque part. C'est des relations fonctionnelles qu'on établit entre des variables, mais dans le choix des variables, c'est là que la main intervient. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas reproduire la même chose de façon automatisée. Enfin, on peut faire des choses de façon automatisée. Mais la différence entre, je dirais, l'automatisation, à la limite une IA, et puis ce que l'on fait nous, c'est qu'on intervient dans le choix des variables, dans la composition même de la variable, parce que Bruno parlait de variables qui sont exprimées par écart à la moyenne, ou de variables nationales régionalisées, donc on a un moyen de travailler sur les variables pour leur donner une expression au plus près de ce qu'on estime être la réalité qui entoure l'électeur tel qu'il va, lui, l'apercevoir dans son environnement et qui va former son jugement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de bien comprendre, avant même la prévision, parce que finalement, la prévision, c'est un peu la cerise sur le gâteau dans notre démarche. Tout le gros du travail qu'on ne voit pas, on voit souvent la prévision, mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il y a en préalable. Les données, la façon de traiter les données. Comment l'opinion réagit par rapport à tel et tel événement. Et pour ça, on a nos archives, on a aussi un peu le sens. Mais comment ça, pratiquement, est-ce que, je sais pas, vous mettez tout dans un ordinateur, ça mouline, ça vous donne... En réalité, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que le citoyen, quand on lui délivre une prévision économique, par exemple celle du taux de croissance, du PIB ou autre, il la prend telle quelle. Mais finalement, il ne se rend pas compte qu'il y a des modèles macroéconomiques qui ont tourné derrière. Et finalement, nous, ce qu'on a fait depuis toujours, et d'ailleurs ceux qui l'ont fait avant nous, ont réutilisé les méthodes économétriques appliquées à l'économie au modèle politico-économique. Oui. Et donc, en réalité, à la base, il y a la constitution d'un modèle, l'étude de causalité entre les variables, etc. Et ensuite, on bâtit la relation en trouvant les meilleurs déterminants qui sont susceptibles d'expliquer, en l'occurrence, le vote. Voilà. Et puis il y a des indicateurs techniques qui nous donnent la qualité des informations, qualité statistique. Donc on a des critères qui font qu'on va retenir ou pas une relation ou une variable. On ne retiendra jamais un déterminant qui n'est pas pertinent. Oui, bien sûr. Mais vous parlez de l'intelligence artificielle, ça pourrait aider quand même, non ? Ça pourrait aider, oui, bien entendu, parce que ça, il ne faut pas rejeter l'IA. C'est extraordinaire. Non, ça peut même si ce n'est pas elle qui fait tout, non, mais ça peut aider dans le traitement des données. Si on demande une prévision à l'IA, aujourd'hui, quelle information va-t-elle aller chercher ? Elle va aller chercher l'information des sondages. Ah, d'accord. Ah oui, elle va retomber dans le... Et éventuellement, les données disponibles. En revanche, toutes les données qui ne sont pas disponibles, l'IRA n'ira jamais... Alors que nous, il nous est arrivé de construire des séries à la main et de retourner dans les archives écrites pour reconstituer des séries. C'est-à-dire qu'en gros, les principales... Vous avez une base de données énorme. Voilà, oui. Effectivement, ça commence. Mais disons qu'aujourd'hui, les données sont disponibles en fichier à partir de 2000. Oui. C'est-à-dire avant 2000... Ah oui, avant 2000, c'est... avant 2000, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui partent de 2000. Oui. Un mot... Alors, je ne sais pas si vous avez encore
travailler sur les européennes qui arrivent? Alors, vous êtes en train? on réfléchit. Alors, on a déjà tenté de le faire. Oui. On a même d'ailleurs produit des travaux à l'échelle. C'est une élection très particulière, hein, déjà. Voilà, et c'est une élection qui est tellement hybride et tellement complexe. C'est-à-dire qu'il y a des données nationales, il y a des données de rejet, il y a des données européennes. Voilà, et c'est même ambigu. Et il n'y a qu'un seul tour, c'est de la proportionnelle. C'est même une élection ambiguë. Oui. Quant aux motivations exactes des électeurs. C'est très compliqué. Ils sont très diverses, et très variées. D'après notre expérience, ce qui marche le mieux, c'est de prévoir le score de l'équipe sortante. D'accord. Dès lors qu'on commence à essayer de prévoir parti par parti, c'est plus compliqué. Enfin, l'équipe en place, la majorité en place nationalement parlant. National, donc là, ce serait. En gros, l'équipe sortante, il y avait les deux en tête. Aux dernières élections, c'était le RN et c'était la majorité présidentielle. Et bon, qui sont, d'après les sondages, les deux en tête, mais avec un écart qui se... Alors, il y a eu des tentatives, on a fait des tentatives, mais c'est vrai que, pour parler un peu technique, l'équation qui est la plus fiable, c'est toujours celle du parti au pouvoir. Après, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, comme disait le politologue Éric Dupin il y a quelques années, il y a toujours au problème aux européennes, quand il y a plusieurs listes, un problème d'électorat cousin. C'est-à-dire que dès lors que vous avez des électorats cousins, vous avez un candidat qui peut se dégonfler du jour au lendemain au profit d'un autre, ou vice-versa. Autrement dit, ça peut aller très vite. Et là, il y a une certaine instabilité quant au fait d'essayer de modéliser ce genre de facteurs. Oui, d'ailleurs, enfin, on voit bien, parce que... par exemple, il y a un peu des vases communicants entre la liste de Glucksmann et la liste de Valérie Hayé. Hein. Voilà, et c'est évident que, parce que les gens, enfin, c'est évident que les électeurs qui vont voter pour le Rassemblement national vont probablement pas se déplacer sur une liste de majorité présidentielle. Voilà, donc il y a des choses aussi figées. Enfin, donc et c'est vrai que c'est assez complexe. Ça rend les choses très instables. On l'a vu beaucoup. Je me souviens des élections où il y avait Cohn-Bendit. Au dernier moment, il avait pris beaucoup sur Bayrou. Exactement. Ou même Tapi à une époque, qui avait pris beaucoup au PS. Donc effectivement, il y a cette difficulté. Ce qui a provoqué la chute de Rocard d'ailleurs. C'est pour ça que l'européenne la plus facile à prédire, rétrospectivement on le sait, aurait été par exemple 1984, où là les choses étaient extrêmement claires. Il y avait une liste Bernard Pons, Simone Veil, d'Union, en face une liste de gauche. Et là il n'y a plus de problème de vase communicant. C'est très amusant. Très polarisé. Moi, j'ai regardé les premières élections européennes. Je crois que la première, c'est doit être 79, je crois. Oui, bien sûr. Il y a Simone Veil, mais il y a Mitterrand, il y a Marchais, et il y a Chirac qui se présentent. C'est-à-dire que c'était vraiment une élection nationale qui préparait 80. En fait, c'était juste pour ça. D'ailleurs, ils se dépêchent de démissionner dès qu'ils sont élus. D'ailleurs, c'est un des plus beaux débats télévisés existants. Qui est plutôt gagné par Simone Veil, d'ailleurs, que tout le monde attaque. Effectivement. Est-ce que les politiques vous contactent, vous demandent... Alors, c'est arrivé. C'est arrivé dans le passé. On a même fourni quelques expertises pour le ministère de l'Intérieur, qui voulait justement qu'on développe ces méthodes-là. Mais après, tout dépend des aléas. Et surtout, il y a toujours une tentation par la suite d'utiliser les sondages. Et quand on voit l'inflation des sondages préélectoraux aujourd'hui et les commandes qui sont faites, disons qu'on cherche du côté politique ce qui est immédiatement disponible tout de suite, alors que les modèles, ça prend un peu plus de temps, et puis surtout, ça demande des explications. Absolument. Ce qu'on peut dire pour conclure, enfin, voilà, il ne faut pas opposer les sondages avec l'élection Scope. Hein, c'est deux méthodes qui sont au fond complémentaires, hein, on peut dire ça. Complètement. On n'est pas concurrents, on est sur des créneaux qui sont différents. On a le temps pour l'explication et on n'est pas dans les mêmes. Si on veut retrouver, il y a un site sur lequel on peut aller. Bien sûr. Donc c'est electionswap.fr. D'accord. Voilà, où il y a les données. Les études, il y a pas mal d'informations sur nos études qu'on a faites. Et puis et sur les colloques aussi, puisqu'on fait des interventions à l'étranger. Eh ben, merci beaucoup. Merci Patrice. Merci beaucoup Patrice.